Vérité des sports. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les 88.0, la fréquence de la mer des radios de Côte d'Ivoire pour Abidjan et sa région. Quels éléphants pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 en janvier 2024 sur les bords de la lagune Ébrié? Faut-il libérer les cadors de la CAN 2015 afin de laisser la place à une nouvelle génération? Nous mènerons le débat étant entendu que depuis l'octroi de cette 35e CAN à la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara met les moyens pour les infrastructures et les travaux avancent bien selon les experts de la CAF. Deuxième débat. Le comité exécutif de la FIFA sera en séminaire ce vendredi 24 février 2023, un moment baptisé la journée COMEX. Quelles peuvent être les attentes vis-à-vis d'un tel conclave? En actualité, on évoquera bien sûr la Ligue des champions d'Europe. Hier, l'impitoyable Real Madrid a accablé Liverpool 5-2 sur ses propres terres à Anfield Road. Et une visite du COCAN Côte d'Ivoire 2023 à Paris avec le Premier ministre Patrick Achi comme chef de délégation. La Côte d'Ivoire sollicite l'expertise de la France pour l'organisation de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football. La team VDS, nos chers consultants, Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir Ange. Réalisation Inoussa Dambélé. Technique Mohamed Hassan Abidogoun. Vérité des sports. Cette musiquette annonce notre premier débat. Le site de la Fédération ivoirienne de football annonce un séminaire du COMEX, le comité exécutif pour ce vendredi 24 février 2023. Un moment baptisé au sein de la Maison de Verre à Treichville, la journée COMEX. Quelles peuvent être les attentes vis-à-vis d'un tel séminaire? Noël, d'entrée, pourquoi un tel séminaire maintenant? Je pense, Ange, que ce séminaire, à la limite, arrive au moment où certainement il faut, parce que il y a beaucoup de problèmes au niveau du football. C'est vrai qu'il y a eu des élections. Là, on a pensé que des élections allaient régler tous les problèmes, mais fondamentalement, le développement du football lui-même n'a pas encore été véritablement touché. Je pense que le COMEX va se réunir en cette journée-là pour réfléchir sur l'aspect développement du football, parce que il y a le développement du football, il y a la gestion des hommes, il y a les résultats, il y a tout ceci. Je crois que le COMEX lui-même doit se réunir dans un premier temps, parler de ça, développer, mettre en place ses idées, avant même de saisir tous les acteurs du football pour organiser une table ronde autour de ce football-là. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Ça commence déjà. On avait parlé de l'esprit de le président. Idriss avait parlé des journées du football. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui commence fondamentalement. Il est intéressant pour eux-mêmes de s'asseoir en se regardant en face, faire déjà le bilan de leurs 8 mois de gestion et puis voir comment tout ce qu'ils ont promis en termes de développement du football, comment ils vont mettre tout ceci en place. Pourquoi maintenant alors, Noël, est-ce à dire qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on se rend bien compte que les choses ne vont pas comme elles le devraient? Oui, je pense, Ange, ils se rendent compte, tout le monde se rend compte, le football est le sport roi en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens sont juges de ce football-là. Et donc aujourd'hui, ils se rendent compte effectivement que les choses ne vont pas comme cela se devrait se faire. 4 ans, ça va vite. On va dire ils ont quasiment passé déjà 1 an et eux-mêmes, ils sentent que les choses ne bougent pas. Et il faut adopter la stratégie. Quelle est la stratégie qu'ils doivent adopter pour que les choses bougent fondamentalement, pour que tout le monde le sente? Je crois que c'est pour cela. Et c'est une très bonne chose de s'en rendre compte maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de promesses dans les campagnes. Mais toutes ces promesses-là, oui, il y a quelques-unes qui ont été tenues. Mais en termes de développement du football, les choses ne bougent pas. Regardez les résultats qu'il y a. Les résultats sportifs de nos clubs ne sont pas bons. Les résultats en équipe nationale, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les stades sont vides. Mais tout ceci, il faut s'asseoir pour en parler. Et je crois que, oui, ils ont compris qu'effectivement, les choses ne bougent pas comme c'est devrait et que les Ivoiriens, dans leur ensemble, attendent tous les Ivoiriens suivent ce football-là. Il n'est jamais tard pour bien faire, dit l'adage. L'information de la FIFA précise, Noël, un moment baptisé la journée COMEX, une journée particulière au regard du contexte de la réunion
du comité exécutif selon les propres termes de la FIFA au regard du contexte de la réunion? Bah oui, bon, journée COMEX, bon, je ne sais pas véritablement si, mais bon, vous savez, les noms, on ne peut pas les discuter. Ils disent journée COMEX, c'est une journée spécialement pour le comité exécutif de la FIFA. Bon, est-ce que c'est une journée pour faire leur promotion eux-mêmes? Est-ce que c'est une journée pour échanger? Mais bon, moi je pense que en disant journée COMEX, certainement qu'il veut se regarder chacun droit dans les yeux pour pouvoir parler de ce qui ne va pas dans ce football-là. On dit journée COMEX, mais je ne pense pas que ce soit... Maintenant, c'est eux qui ont décidé de l'appellation. Bon, on va accepter ça comme ça, mais une journée, rien que pour, je vais dire, faire la promotion du comité exécutif, bon, je ne sais pas si ça vaut la peine, mais je crois que c'est une journée plus pour réfléchir sur les aspects de développement du football. Et donc, on va considérer cela. Est-ce que c'est une journée qui va être institutionnalisée chaque année pendant les 4 années des mandats? On attend pour voir, mais ça a commencé avec une journée COMEX, c'est une journée de réflexion, je crois. Et on attend donc le fruit de cette des réflexions qui vont sortir de cette journée COMEX. Justement, le communiqué de la FIFA poursuit. Le président de la FIFA et ses collaborateurs se retrouvent pour se projeter sur l'avenir, pour réfléchir sur les chantiers à mener pour le développement du football ivoirien. Noël, tout ce vaste programme en une journée. Oui, je pense que ce n'est que le début, parce que de toute façon, ils savent que ce vaste programme-là, eux seuls ne peuvent pas l'exécuter. C'est pourquoi moi je dis, c'est une journée où eux, comité exécutif de la fédération, ils vont s'asseoir, mettre les idées en place, mettre à la limite un chronogramme, mettre un programme de travail qui va être soumis certainement à tous les acteurs du football. Mais c'est une journée qui annonce effectivement qu'on va dans le sens d'appeler tout le monde pour réfléchir sur le développement de ce football-là. Sinon, une journée ne suffit pas aujourd'hui pour réfléchir au développement du football, mais je pense que c'est une journée pour eux-mêmes, pour se mettre les idées en place, asseoir un chronogramme, dire quand on va rencontrer les autres, qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on explique aux uns et aux autres, comment on va développer ce football-là. Moi, je pense que si les choses sont bien chronogrammées et qu'on ne reste pas dans des discours pour discourir, en temps normal, en une journée, il doit pouvoir sortir de là beaucoup de sujets de réflexion à soumettre aux acteurs du football. On espère qu'ils iront dans le sens que vous souhaitez, Noël, parce que c'est écrit attaché à sa vision de rassembler pour développer. L'actuel patron de la FIFA n'a pas voulu faire de ce sujet un travail individuel. Guidé par l'inclusion des énergies, il réunira l'ensemble des membres du comité exécutif pour décider du travail à faire. Je dirais où est le rassemblement vu qu'ils sont entre eux, membres du comité exécutif de la FIFA. Il me paraissait impérieux d'associer d'autres experts, d'autres intelligences, car le chantier, il est énorme à Noël. Bah oui, Ange, le chantier, il est énorme. C'est pourquoi, pour moi, c'est le démarrage de l'idée des rassemblements. Mais avant d'aller rassembler les autres, il faut qu'eux-mêmes soient rassemblés autour de leurs idées fortes. Soit que c'est pour se mettre ensemble d'accord sur les idées fortes de développement qu'ils ont mis dans leur programme. Et puis, ce sont ces idées-là qu'au moment où on va rassembler les autres, on va les appeler, on va soumettre ces idées-là, et puis les autres vont en débattre. Ça va rester après des échanges, parce que forcément, eux, ils n'ont pas la parole infuse, ils n'ont pas la parole biblique pour transformer ce football, mais ils doivent s'asseoir eux-mêmes déjà, savoir que quand ils vont solliciter l'expertise des uns et des autres, il faut qu'eux-mêmes déjà les aient discuté à la limite des termes de référence à soumettre à ces expertises qu'on va aller solliciter. Et je crois que pour moi, si tel que c'est dit dans le communiqué, comme il y a un aspect inclusif dedans, ça veut dire qu'eux, ils vont réfléchir et puis après, on va solliciter les autres expertises pour le développement de ce football-là. Donc pour moi, c'est un démarrage. On attend pour voir, sinon une journée pour eux-mêmes, mais une journée pour eux-mêmes, normalement, pour élargir leur réflexion après à tous les acteurs du football. Quelles peuvent être alors, Noël, les attentes de cette journée COMEX prévue ce vendredi 24 février 2023 par la Fédération ivoirienne de football? Déjà, Ange, le thème du candidat lui-même s'est rassemblé pour développer. Donc les attentes, ce qu'on attend, c'est déjà comment faire pour rassembler tous ces acteurs du football là qui sont divisés. Et puis, une fois qu'on aura réussi à rassembler ces acteurs du football-là, en ce moment-là, on pourra développer. Alors, là, on a parlé des états généraux du football. C'est M. Idriss lui-même qui a dit qu'on fera les états généraux du football. Je crois que cette journée de réflexion-là doit pouvoir amener à aller vers les états généraux du football.
Mais avant d'aller à ces états généraux, ils doivent sortir de cette journée-là avec la stratégie à mettre en place pour rassembler tous les acteurs du football. Je pense que si ils s'accommodent tous sur la stratégie à mettre en place, si on est d'accord pour que l'on fasse amende honorable à tous ceux qui ont été grisés hier, je pense que si on est d'accord sur cette stratégie-là, on peut déjà commencer par rassembler et puis on fera les états généraux. Et les états généraux doivent pouvoir déboucher avec des résolutions claires sur le développement du football. Noël, les défis sont donc nombreux. Ah oui, Ange, les défis sont nombreux. Et le problème, vous voyez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui attend ces défis-là. Toute la Côte d'Ivoire attend que le comité exécutif relève ces défis. Vous savez, on va vers la Coupe d'Afrique de 2024. Les Ivoiriens ont tous le regard sur le football et les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, il y a le football local, il y a le développement du football, il y a le football, l'équipe nationale avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, les défis sont nombreux. C'est pourquoi il y a beaucoup d'attentes de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas croire que c'est seulement les acteurs du football qui attendent. C'est tout le peuple de Côte d'Ivoire qui attend de voir que ces défis-là soient relevés. Vous voyez, l'histoire de la CAN, ce n'est pas une affaire des acteurs du football. C'est tout le peuple de Côte d'Ivoire avec à la tête toutes les hautes autorités qui attendent. Donc, les défis sont effectivement nombreux. Et tous attendent de voir comment le COMEX va mettre en place la stratégie à même de commencer à relever tous ces défis-là pour le bonheur des Ivoiriens. La journée COMEX, donc, c'est cette réunion attendue donc du côté de la Fédération ivoirienne de football dans un hôtel de la place du côté de l'aéroport pour ne pas faire de publicité. Et c'est une journée qui est attendue par tous pour voir ce que cela va donner. Vérité des sports. Dans l'actu, visite du COCAN Côte d'Ivoire 2023 à Paris. La Côte d'Ivoire veut se doter de tous les moyens pour réussir la plus belle CAN jamais organisée. À cet effet, la Côte d'Ivoire fait appel à l'expertise de la France pour la sécurisation de la CAN, la billetterie, l'organisation pratique et la promotion de l'événement. Une délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Patrick Achi séjourne en ce moment à Paris. Cette délégation dans laquelle se trouve le président du COCAN, Albert François Amicha, échange sur tous les points de coopération avec les autorités françaises. Après une séance de travail, voici les propos du président du COCAN Côte d'Ivoire 2023, Albert François Amicha. La France elle-même organise 2 grands événements sportifs, la Coupe du monde de rugby et en 2024, les Jeux olympiques Paris 2024. La France nous assiste dans de nombreux domaines et en matière de sport, la coopération est très forte. Il était important pour nous, sur instruction de M. le Premier ministre qui assure la tutelle du COCAN, de venir voir avec les autorités françaises ce qui peut être apporté en matière de sécurisation des Jeux, en matière de sécurisation de la billetterie, en matière d'organisation, en matière de promotion de l'événement. Et c'est ce dont il a parlé avec Madame la Première ministre et il nous a instruit de prendre les contacts nécessaires ici à Paris afin que ce que le président de la République a décidé de faire la plus belle CAN jamais organisée en Afrique soit une réalité au niveau des Ivoiriens et au niveau de tout le continent africain qui attend cet événement avec beaucoup d'impatience. Noël, belle initiative. Le Premier ministre Patrick Achi en tête. La Côte d'Ivoire est à l'école de la France en termes d'organisation de grands événements sportifs. Bah oui, c'est une belle initiative. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, Ange, que les attentes du peuple de Côte d'Ivoire sont énormes en ce qui concerne ce football-là. Vous voyez que c'est une délégation, c'est une affaire d'organisation de la CAN, mais la délégation est conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, pour aller discuter avec des partenaires français pour que l'organisation de cette CAN-là réussisse et que ce soit effectivement les vœux du président de la République qui veut organiser la plus belle CAN. Vous voyez donc l'intérêt que cela suscite au sommet de l'État. Et donc, c'est une très belle initiative. La France est le partenaire historique. En termes d'organisation, l'État met les bouchées doubles pour que l'organisation se fasse. Et donc, logiquement, au sortir quand on va vers cette CAN-là, le football doit pouvoir amorcer son développement. Et c'est pourquoi on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'attentes. L'attente en termes d'organisation, quelle va être la qualité de l'organisation? Est-ce qu'on va pouvoir répondre? Vous voyez que cela inquiète pratiquement tout le monde et c'est toutes les hautes autorités qui sont à la tâche pour que cet événement de 2024 réussisse. Il faut se tourner vers tous les sachants. Ah oui, il faut se tourner vers tous les sachants parce que c'est un énorme défi. Quand on regarde aujourd'hui pour organiser cette CAN-là, ce que ça représente comme budget de l'État de Côte d'Ivoire qui est englouti dans ces infrastructures-là, il faut se tourner vers tous les sachants. Et la France, en la matière, est un sachant. Ils ont déjà organisé la Coupe du monde.
Ça, c'est vraiment l'événement footballistique le plus grand. Et donc, logiquement, ils sont notre partenaire historique. Ils ont déjà organisé une Coupe du Monde. On peut s'appuyer sur leur expertise et sur leur expérience pour réussir notre organisation. C'est vrai qu'en 84, on a organisé la Coupe d'Afrique ici. Mais de 84 à maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de grandes conditions qui sont fixées. Vous voyez tout cet énorme travail qui est abattu là. Et donc, il faut se tourner vers tous les sachants. Aujourd'hui, c'est la France. Demain, ça peut être encore tous les autres partenaires. Maintenant, tous les domaines d'organisation, il faut aller vers là où se trouvent les sachants pour que cette Coupe d'Afrique-là réussisse. Le défi est encore plus grand, Noël, parce que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, souhaite, et c'est clair, organiser la plus belle CAN jamais organisée. Bah oui, le défi, c'est vrai que à la suite du chef de l'État, tous les Ivoiriens souhaitent organiser la plus belle CAN. Et c'est pourquoi le chef de l'État a fait en sorte que tous ces moyens colossaux soient mis à la disposition de cette organisation-là. Vous voyez aujourd'hui, quand le chef de l'État prend un engagement sur le terrain, c'est le Premier ministre lui-même, le chef du gouvernement qui est en charge de tout faire en sorte que cet engagement réussisse. Vous voyez aujourd'hui, on est quasiment à 10 mois de cet événement, la pression commence à monter au fur et à mesure. Et c'est tous les Ivoiriens qui sont engagés avec à leur tête le chef de l'État pour faire de cette Coupe d'Afrique là la plus belle. Et c'est un défi, dire on veut en faire la plus belle en sachant qu'il y a des pays qui ont organisé avec des grandes infrastructures. Vous avez vu dernièrement le passage de Véron Mosengo qui a dit que ce qu'il a vu, les infrastructures sportives, c'est même au-delà de ce que ça représente pour une Coupe d'Afrique, c'est même des infrastructures qui peuvent répondre aux normes d'une Coupe mondiale, d'une Coupe du Monde. Donc vous voyez l'importance de cet événement-là pour la Côte d'Ivoire avec à sa tête le chef de l'État. Et maintenant, on en a parlé, on attend que effectivement ces autorités commencent déjà à intéresser les Ivoiriens, à mobiliser les Ivoiriens dans tous les secteurs. J'ai vu qu'il y a un recrutement de 50 000 jeunes dans le cadre de ce travail du COCAN-là. Et donc, vraiment, c'est un défi pour tous les Ivoiriens. Et les éléments sur lesquels les échanges se font sont précis, la sécurisation de la CAN, par exemple. Oui, vous voyez, c'est un gros défi aujourd'hui avec ce qu'on fait, avec à nos portes tous ces groupes terroristes-là. La sécurisation de la CAN est un aspect extrêmement important. On se souvient encore de la Coupe d'Afrique qui a eu lieu, je crois, c'est... En Angola. En Angola. À Luanda. Oui. Voilà, en Angola, où il y a eu une délégation qui a subi des tirs. Oui. Et donc, il ne faut pas s'amuser avec cette affaire de sécurisation. Il faut vraiment... C'est pourquoi je suis heureux que ce soit des éléments bien précis. La sécurisation de la CAN, c'est cette sécurisation qui va faire que ça va être la plus belle CAN. On ne peut pas organiser la plus belle CAN sans sécurité. Et la sécurité, oui, en Côte d'Ivoire, on peut la faire, mais la sécurité aujourd'hui est devenue une affaire internationale. Donc, il faut solliciter tous les partenaires à même de nous aider à sécuriser cette CAN-là parce que ça va être un mois de défis sécuritaires pour la Côte d'Ivoire, ce mois de la CAN-là. Autre élément important, la billetterie. Bah oui, autre élément important, tout à fait, la billetterie. Parce que, vous voyez, vous vous souvenez déjà de ce match Côte d'Ivoire-Cameroun où il y a eu une bousculade au stade de Fouboigny, où il y a eu des morts. Et donc, il faut faire en sorte que, comme cela se fait dans tous les pays, on a vu la Coupe du Monde, les billets doivent être achetés longtemps à l'avance. Les billets doivent être non seulement disponibles, mais on doit éviter toutes ces bousculades pour avoir des billets. On doit utiliser toutes les nouvelles technologies pour que les gens n'aient pas à se bousculer. Aujourd'hui, dans les stades, les places sont numérotées. Donc, c'est tout un travail technique et technologique qui va se faire pour que, en termes de billetterie, il n'y ait pas de problème. Parce que le monde va venir pour assister, on ne doit pas avoir de couacs. C'est vrai que ça reste un événement humain. Ça ne peut pas avoir la perfection à 100%, mais on doit donner le maximum de chances pour éviter, dans tous les secteurs, il peut y avoir bousculade, où il peut y avoir grincement dedans, tel que la billetterie. Vraiment, tous ces secteurs doivent être gérés au mieux. L'organisation pratique est également à l'ordre du jour des échanges entre Ivoiriens et Français. Ben oui, l'organisation pratique, je vous ai dit, et on le sait tous, la France a déjà organisé la Coupe du Monde. Donc il y a tout ce qu'on dit, nous on parle, on soulève, on fait des débats, mais l'organisation pratique, elle doit commencer. Et je dis que nous sommes à 10 mois de cet événement-là, et il ne faut pas croire que c'est à une semaine que l'organisation pratique va se mettre en place. Et il faut que cette organisation commence. Et donc, c'est une très bonne chose que la Côte d'Ivoire aille chercher cette expertise-là. Ça veut dire qu'ils se rendent compte, les Ivoiriens se rendent compte que cette organisation arrive à grands pas, que cet événement arrive à grands pas, et qu'aujourd'hui, à 10 mois, aucun jour ne peut se passer sans qu'on réfléchisse à comment cette organisation pratique doit se faire. Noël, un élément qui nous tient à cœur, vous et moi, c'est la promotion de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils en parlent également. Ben voilà, je pense que nous, on a parlé, on a dit qu'on pensait être bien et je pense que ça a été entendu parce qu'un événement pareil ne peut pas se faire sans grande promotion.
voyez, rien que les matchs de Ligue des Champions, il y a des très grosses promotions et on ne peut pas réussir la plus belle CAN s'il n'y a pas la plus belle promotion de cette CAN-là. Donc, oui, ils ont parlé de la promotion et comment cela va se faire, mais cela doit commencer dès maintenant. Moi, je pense que, vous voyez, il y a 10 mois, cette délégation sera en France avec le chef du gouvernement en tête, le Premier ministre lui-même. Ça veut dire qu'on est déjà à 10 mois dans l'esprit de tous, on est déjà dans la CAN. Et donc, la promotion, elle doit se faire. Quand ils sont de retour, il faut que toute la Côte d'Ivoire commence déjà à 10 mois, dans tous les villages, dans tous les recoins, à sentir que cet événement va s'organiser en 2024 chez nous et que on n'ait pas l'impression que les gens ne savent pas, mais à tout moment, sur toutes nos chaînes de télé, dans tous les réseaux sociaux, on doit savoir que la Côte d'Ivoire est prête et que la Côte d'Ivoire veut organiser la meilleure Coupe d'Afrique possible. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Retour au terrain, la Ligue des champions d'Europe a encore offert une soirée folle hier à Anfield Road à l'occasion du 8e de finale aller Liverpool-Real Madrid. Mené 2-0 après le premier quart d'heure, le roi d'Europe a encore frappé un grand coup. Le Real a réussi à revenir rapidement dans un match totalement fou avant de prendre le large, guidé par Vinicius et Benzema, auteurs chacun d'un doublé, 5-2 à l'extérieur. Les merengues ont renversé et surclassé les Reds. Bonsoir Morou Bané. Bonsoir Ange Alain Assoukro. Les merengues ont été extraordinaire comme d'habitude. Oui, extraordinaire. Je dirais, ils ont été sublimes et ils nous habituent maintenant à un scénario qu'on appelle la remontada. Et ils sont allés encore chez l'adversaire, aller rééditer cet exploit. J'avoue que nous n'avons pas douté de la victoire des Merengues parce que hier, ici, à cette même antenne, nous l'avons dit, déjà en 6 rencontres, ils avaient battu par 5 fois déjà Liverpool. Seulement un match nul. Et donc, c'est leur 6e victoire. Une victoire vraiment de rang qui montre un peu cette envie du Real d'aller encore conquérir un 15e titre de Coupe d'Europe des Champions. Noël? Oui, Ange, véritablement, c'est un match, moi, qui m'a laissé vraiment un très grand plaisir. Mais je veux dire, c'est un match, quand on regarde, on voit que c'est une équipe de Liverpool qui est en fin de cycle. Et moi, je dis, le Real est une institution. Vous voyez la force de cette équipe du Real, là, c'est une institution. C'est la capacité de cette équipe-là à planifier son développement sur de longues années. Regardez un peu l'équipe qui a joué. Vous voyez que ce Real-là est un savant mélange de jeunes. Et c'est un Real qui va encore planer sur ce football parce qu'ils savent, ils sentent que quand leur équipe est en train de vieillir, c'est un Real qui sait comment rajeunir son équipe sans qu'il y ait des cassures. Malheureusement pour Liverpool, c'est une fin de cycle. Liverpool n'a pas cette formation-là en lui. Ils ne font pas de formation véritablement. Vous voyez, ils n'ont pas senti venir la fin des cycles des joueurs comme Mohamed Salah et autres. Et c'est ça qui est véritablement dommage. Je crains fort même que l'entraîneur de Liverpool, à la suite de ce match-là, ne soit lâché par les supporters. Mais le Real est véritablement grand. Avec à la tête un homme, son coach était un homme qui connaît bien le football européen. Le Real a démontré hier qu'avec son expérience et sa capacité à planifier son développement, c'est un club qui va encore tourner sur l'Europe. C'est vrai qu'ils peuvent de temps en temps perdre quelques fois, louper quelques trophées, mais regardez leur organisation, c'est tellement bien planifié que on ne sent même pas qu'il y a de cassure. Regardez Kamavinga, comment il joue. Mais c'est un jeune. Regardez Vinicius, regardez Rodrigo, ce sont des jeunes qui commencent par venir parce que c'est Real, tant que Benzema est en train de partir et déjà ils ont fini de préparer la relève. J'aime bien le mot organisation que vous avez utilisé. Regardez leur organisation sur le terrain. Là où dans certaines équipes, les stars se refusent à défendre, regardez au niveau du Real, tous les joueurs sont toujours derrière le ballon, comme on dit dans notre jargon. Oui, ils sont toujours derrière le ballon parce que le système aujourd'hui, avec un entraîneur comme Ancelotti, qui a aussi bourlingué tant bien en Italie qu'au niveau de l'Europe, il connaît le système de jeu, il sait comment il faut gagner. Et c'est c'est un ex-joueur et aujourd'hui un entraîneur qui enseigne ce que nous appelons un système de flux et reflux. Les joueurs doivent attaquer, quelle que soit leur position sur le terrain, ensemble et aussi défendre. Il faut être très bien en position défensive et souvent, quand vous n'avez pas cette capacité, souvent l'entraîneur ne vous aligne pas. Il faut que vous soyez habitué
à défendre comme à attaquer. Et Noël Yapo l'a dit, ce sont des jeunes qui sont progressivement en train de rentrer dans le moule du Real de Madrid et véritablement qui arrivent à changer le cours du jeu. Sinon, vous avez des joueurs, et non des moindres, de grands noms à Liverpool. Je parlerai de Mo Salah, de Firmino, de Alisson Becker. Oui, de Virgil van Dijk. Van Dijk, cela n'a pas suffi. Donc, c'est une nouvelle génération qui est en train de venir et qui réussit à s'imposer. Regardez un jour de match où la SEC a rencontré avec ses jeunes joueurs l'Espérance de Tunis. Et voyez ce qui leur a été montré en coupe au Stade Fobani ici. Ils ont été laminés, l'Espérance de Tunis, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ces jeunes-là. Les Harouna Dindane, les Ezeto. C'est dire qu'avec les jeunes, avec la formation, vous allez très très loin. Et le Real l'a déjà fait. Certainement que Liverpool va copier cela et renouveler ces vieilles casseroles. Vous êtes génial, Morou. Vous arrivez à glisser le nom de la SEC en ce moment, au moment où on parle de Real Madrid. C'était un bon exemple. Non, je vous chahute. Alors, Noël, organisation tactique parfaite du côté du Real. Bah oui, quand vous regardez leur organisation tactique, c'est effectivement parfait. Et puis, ils sont tellement sûrs de leur organisation que même quand ils sont menés, il n'y a pas de panique. Vous voyez, quand ils sont menés, il n'y a pas de panique. Regardez la dernière fois, le Paris Saint-Germain. C'est le directeur sportif qui a défendu sur le terrain, mais au Real, ça n'existait pas, ça. Le Real menait 15 minutes après, ils sont menés 2-0, mais ils ont continué de jouer parce qu'ils connaissent leur force, ils savent absolument qu'un match de football c'est 90 minutes et ils se sentent capables à tout moment, en fonction de leur organisation tactique, de pouvoir revenir. Cette organisation tactique peut flancher à quelques moments, mais regardez la force de leur entraîneur, on recorrige ça rapidement, et une fois que c'est recorrigé, on repositionne là où on doit positionner, et puis automatiquement, ce Real se remet à flot. Et donc, ils ont un grand monsieur, regardez leur entraîneur, il panique jamais, et c'est ça, c'est cette sérénité-là qu'il a inculqué à ces joueurs-là. Gane l'a dit, tout le monde défend, tout le monde attaque, parce qu'avec lui, il n'y a pas de stars. C'est différent du Paris Saint-Germain où on croit qu'avec 3 stars, on peut gagner forcément un match. Mais le Real, c'est un bloc, c'est un ensemble. Et c'est tout le monde qui joue. Et regardez quels sont ceux qui marquent ces buts-là. Vous voyez. Donc, franchement, moi, je dis c'est une organisation tactique sur le terrain, grosse organisation derrière, et puis grande sérénité. Justement, Noël, on a cru hier à un moment qu'on était la saison dernière où le Real était souvent mené et revenait tout balayer après. Bah oui, c'est vrai, on a cru effectivement, on s'est replongé dans ces souvenirs d'hier avec ce même Real-là. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une équipe qui est sereine, qui est solide. Et moralement, ils sont une autre équipe, 15 minutes après, menée 2-0, mais ça allait être après la débâcle. Parce qu'en plus, jouer chez l'adversaire dans un stade rempli, mené 2-0, mais regardez ce Real, ils ont continué à jouer. Ils nous ont fait le coup l'année dernière. On en a parlé hier, on dit attention à ce Real-là. C'est vrai qu'en championnat, ils ne tournent pas très fort. Ils ne tournent pas très fort, ils sont pas à la tête, mais ils sont derrière le Barça. Mais il ne leur reste que cette Ligue européenne-là pour pouvoir exister, et ça va être difficile. Et là, ils ont démontré qu'on a eu raison hier. Et c'est un Real qui est costaud. Il faut faire attention. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot dans cette Ligue européenne-là. Morou? Oui, je dirais simplement qu'un exploit encore que c'est chez l'adversaire, en fil, c'était pas donné à n'importe quelle équipe d'aller remporter. Et le week-end passé, on a assisté à un festival, c'est-à-dire un exploit de cette même équipe de Liverpool face à Newcastle, qu'ils ont battu, et ils se sont vraiment bien repositionnés au niveau de la Première Ligue. Et nous avons pensé que avec cet exploit, ils allaient faire d'une bouchée le Real, mais cela n'a pas été le cas. On a assisté à un match où les joueurs ont gardé toute leur sérénité. Menés 2-0, ils n'ont pas paniqué, ils ont continué de développer leur jeu, et avec le fighting spirit dont on leur connaît, avec la jeunesse. Et on l'a dit déjà en tout début de cette deuxième partie, de Camavinga, de Rodrigo, de Vinicius, et le vieux de la vieille Benzema, ils sont arrivés finalement à prendre l'ascendant sur cette équipe de Liverpool. C'est dire que c'est une équipe qui ne panique pas, qui sait où elle va. Vous pouvez mener le Real, mais attendez toujours la fin du match pour pavoiser. Dans le cas contraire, si vous baissez la garde, c'est sûr et certain qu'ils vont
ils vont revenir rapidement au score et faire la remontada comme nous l'avons vu hier, par exemple. Bonsoir Jean-Philippe Oria. Bonsoir. On a vu encore un grand Real Madrid hier, une équipe qui a 14 Ligues des Champions, très loin devant toutes les autres. On voit que ce ne sont pas des trophées usurpés. Bien évidemment, vous savez, c'est le Real, ce sont ces soirées, les soirées du mardi, du mercredi soir. Que dire de cette rencontre d'hier, si ce n'est tout simplement que Liverpool a fouetté le Real dans son orgueil. Vous ne pouvez pas être le champion de cette compétition, rentrer dans cette année 2023 juste après le mondial, avoir quelques difficultés, être relégué à 8 points de la tête du championnat après avoir été en tête durant toute la première partie et puis en l'espace de 15 minutes vous faire mener par 2-0 par une formation qui n'est même pas dans le top 5 de la Première Ligue anglaise. Donc Liverpool a commencé de manière tonitruante cette rencontre. On s'y attendait. Quand j'ai dit on sont les observateurs bien évidemment, puisque Jürgen Klopp avait donné le ton en disant simplement qu'il avait suivi la rediffusion chez lui à la maison de la rencontre de la finale et que pour lui, il comprenait pourquoi il n'avait pas regardé, c'était une véritable torture. On pouvait donc imaginer l'état d'esprit du coach allemand, le discours qu'il allait tendre à ses joueurs, parce que dans cette finale, il a été clair que cette équipe de Liverpool n'a pas voulu se jeter à l'abordage du Real Madrid. Elle essayait de tempérer ses ardeurs, essayait de tirer le temps et le Real les a eu à l'usure. Donc, pour cette rencontre d'hier, il était évident qu'ils allaient aller plus au plancher. Et c'est ce qu'ils ont fait. En l'espace de 15 minutes, ils ont marqué 2 buts. Ensuite, ils ont essayé de tempérer. Ils ont essayé de contrôler la rencontre. Mais c'est à ce moment-là que le Real s'est réveillé. Et l'égalisation de Vinicius, après ce premier but de la réduction du score magnifique, a tout simplement mis en difficulté cette équipe de Liverpool. Et ça fait ressortir tous les doutes qui ont gagné cette formation depuis le départ, il faut le dire également, de Sadio Mané du côté de Liverpool. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes essaient de ne pas faire le lien, mais on se rend compte qu'il n'a pas été remplacé qualitativement, mais quantitativement par des garçons comme Diogo Jota, qui était sur le banc bien évidemment, par un garçon comme Darwin Nunez plutôt, Cody Gakpo. Ce sont des très bons jeunes joueurs, mais qui n'ont pas l'expérience d'un Sadio Mané qui a été le meilleur joueur de Liverpool en finale à Paris l'année passée. Donc on a senti véritablement l'absence de ce garçon-là hier, encore plus que depuis le début de la saison. Et c'est triste pour Liverpool parce que cette humiliation-là risque d'emporter son entraîneur. Depuis ce matin, on entend des bruits discordants du côté de la Mercé. Mais pour cette rencontre, je pense que Liverpool a provoqué le Real s'est réveillé. Le Real a mis de l'intensité dans cette rencontre. Jamais on avait vu le Real jouer comme ça depuis le début de la saison. Et je pense que c'est une rencontre déclic, comme l'a si bien dit Karim Benzema, pour les madridistes qui vont essayer de partir jusqu'au bout, même si on est encore très loin. Le sentiment qu'on a aussi au Real, c'est que le Real, ça peut être le championnat, vous pouvez les dominer, vous pouvez vous appeler Osasuna, Cadix, 18e, 20e, ça ronronne, mais une fois qu'on entend la musique de la Ligue des Champions du côté de Real, on a l'impression que c'est une autre équipe. Oui, et puis il faut ajouter que, je dirais, depuis la décima, la rencontre qui leur a permis de remporter le 10e Champions League avec Carlo Ancelotti, le Real est rentré dans une autre dimension. Ensuite, cette dimension a poussé le Real et certains clubs à vouloir créer la Super League. Ça a créé des dissensions avec les décideurs du football européen, de l'UEFA, parce que ce qu'il faut savoir de manière résumée sur cette Super League, c'est une compétition qui sera organisée par les clubs au profit des clubs et où les clubs participants auront une part beaucoup plus élevée que celle que l'UEFA prélève déjà sur la Champions League. C'est tout. Il n'y a pas de discussion autour de non, tel ne participerait pas ou pas. Dans la nouvelle mouture, c'est pratiquement une Champions League bis, mais sauf que c'est la renégociation de la quote-part des clubs qui va être super élevée par rapport à celle de l'UEFA. Donc, depuis cette guerre financière, le Real est un tout petit peu, excusez-moi le terme, même s'il est prosaïque, guetté sur la scène continentale. Donc, le Real doit démontrer que chaque rencontre qui passe, ce n'est pas la qualité de son effectif qui fait qu'il veut sortir de la Champions League ou du moins il veut la réforme à travers la Super League. Ils veulent démontrer qu'ils peuvent à chaque fois remporter ce trophée, mais ils veulent créer encore plus de spectacles et ils l'ont dit, encore moins de matchs pour rendre les joueurs plus performants. Donc, pour moi, il y a cette idéologie nouvelle au sein du Real de Madrid qui fait que le club est en train de se battre chaque année pour pouvoir remporter ce trophée. L'autre aspect, c'est l'entrée historique dans cette compétition de la part de ses joueurs. Vous avez Karim Benzema, je crois qu'à 5 Champions League, ma mémoire est bonne si je compte très bien. Oui, 5. Ils ont pratiquement 5 Champions League chacun et ils veulent aller battre des records pour rentrer définitivement dans le panthéon du football mondial, de celui du Real de Madrid, même s'ils l'ont déjà fait au niveau de l'UEFA.
Donc, on est sur un plateau où chaque entité, en fait, a sa carte à jouer. Et une fois imbriqué, que les objectifs sont communs, on a ce genre de résultats. Donc, moi, je ne suis pas surpris. La Liga, on le sait, le Real est à 8 points du FC Barça. Mais est-ce que Barcelone aura la capacité, même s'ils le font jusqu'à présent, de pouvoir remporter tous les matchs jusqu'à la fin? Parce que pour le Real, vous savez, souvent dans les championnats, il est plus essayé d'être poursuivant que d'être poursuivi. Donc pour le Real, ils se disent, bon, si on maintient le rythme avec ce qu'ils viennent de faire, ils sont en train de récupérer leurs blessés. Pour la Liga, si ils mettent la pression sur le Barça, qu'ils arrivent à 5 points, ben ça peut s'inverser. Mais Champions League, on n'a pas droit à l'erreur. Vous sortez hier de cette rencontre face à Liverpool. Vous perdez 2-0, c'est pas évident qu'on parlerait d'un Real qualifié pour les quarts de finale ou on pense de qualifié pour les quarts de finale. Donc ils ont compris que tout se joue au niveau du match aller et ils l'ont si bien démontré hier. Noël, sur ce match à Anfield Road, qui vous a le plus impressionné? Moi, je veux dire, en termes d'individualité, regardez Vinicius. Parce que moi, je veux dire, c'est celui qui a la clé. Souvent, quand le Real est en difficulté, c'est lui qui a la clé. Parce que, comme Auriel a dit, le but qu'il marque, en même temps, ce but-là, il libère véritablement le Real. C'est pourquoi quand Vinicius est coincé, c'est vrai que Benzema, il marque, mais vraiment, Vinicius, c'est lui qui a la clé de débloquer des situations quand le Real est en difficulté. Et pour moi, vraiment, ce garçon-là, il a un bel avenir. Mais à côté, il y a eu un très bon match de Camavinga. Malgré sa jeunesse, a montré qu'effectivement, il mérite d'être dans cette équipe du Real. Là. Morou? Oui, c'est, disons, Vinicius qui m'a beaucoup marqué. Vinicius également. C'est un jeune joueur qui est en train de venir, comme tu l'as si bien dit, lorsqu'ils entendent la musiquette de la Coupe d'Europe des champions, automatiquement, ils ont une autre motivation. Et ça, il faut le souligner, c'est important parce que il ne faut pas dire qu'ils vont quitter le Real pour aller dans un autre club. Il y a quel autre club sur la terre qui paye mieux que le Real, où vous avez plus de notoriété? Il n'y en a pas. Mais déjà, à gagner, ça leur permet de voir les salaires à la hausse. Vu l'ascendant qu'ils ont au sein de l'équipe, on s'est dit, il faut les maintenir, il faut augmenter le salaire. Et donc, et là, après cela, après le salaire, même l'équipe nationale est obligée de les appeler parce qu'ils font de très bons matchs. Et je pense que c'est ce qui décuple beaucoup la force des joueurs du Real. Auria, qui vous a impressionné le plus hier? Mais tout le monde a été, je dirais, Vinicius a fait une unanimité incroyable, hein, même chez les adversaires. Je pense que j'aurais pu dire l'équipe, mais à l'analyse, on se rend compte que c'est lui qui sonne la révolte. C'est lui qui sonne la révolte. Son premier but, c'est un chef-d'œuvre. On ne sait pas d'où ce tir est parti. Voilà, il a si bien enroulé. Lui qui était si brouillon quand il est arrivé du côté de Madrid. C'est pas un but qui normalement est une œuvre de Vinicius. On verrait mieux Rodrigo, Karim dans ce genre de situation. Mais il faut dire Liverpool marque à la 15e minute. À la 20e minute, on a la réduction du score de Vinicius. À la 36e minute, je crois, on a l'égalisation. Donc, à partir de ce moment, tout le club commence à croire. Et ce but qui vient sur le second but, ce but qui vient sur la seconde action, c'est quoi? C'est un pressing. Cela démontre que le jeune homme n'a pas abandonné. Au moment où l'adversaire touche le ballon, il peut se dire, c'est bon, c'est avec le gardien, je vais me repositionner. Mais il est allé au contre. Et après, justement, ça a réveillé tout le monde. Donc, Vinicius était le catalyseur de cette victoire hier. Même si je donnerais une palme à toute l'équipe dans son ensemble. Parce que quand on a vu la rentrée de Nacho, c'était vraiment phénoménal. Quand on a vu le réveil de l'Uruguayen Valverde, quand on a vu après la prise de responsabilité du jeune français Camavinga, quand on a vu également Luka Modric dans le milieu, un moment quand on voit le Real dérouler son jeu, on s'est dit, enfin, la machine est lancée. Donc, Vinicius était le catalyseur, il mérite son prix de sortie d'homme du match. Mais moi, je donne une palme quand même à toute l'équipe. D'accord, j'ai bien aimé Vinicius comme vous. Mais que dire alors de ce Luka Modric qui vraiment, par moment, quand on le voit jouer Noël, on a l'impression de revoir Zinedine Zidane lui-même. Luka Modric, on n'en parlera pas assez. C'est quand même un ballon d'or. Et Modric, quand vous le regardez jouer, parfois vous vous demandez est-ce qu'il a véritablement cet âge-là qu'il a. Parce qu'il est pétri de qualité et vraiment c'est un joueur hors pair, quoi. C'est-à-dire que il a mérité son ballon d'or, il continue de mériter sa place et vous voyez, cette qualité de jeu l'a fait qu'il a le respect même de ses partenaires. Et c'est franchement quoi dire de plus de ce joueur-là. Il sait à quel moment accélérer le jeu, il sait à quel moment donner le ballon, il joue pratiquement pour l'équipe, il joue pas pour lui-même. Et donc franchement c'est un joueur hors pair, ballon d'or. Et vous regardez même sa prestation en équipe nationale, ça continue. Et parfois, je me demande, est-ce que vraiment son âge-là
Et je pense qu'il a encore peut-être 2 ou 3 ans encore à jouer comme ça, parce que cette équipe du Real là sait bien ménager tous ces cadors. Oui, je dirais simplement que Luka Modric, c'est un phénomène. C'est un phénomène, on peut le comparer à beaucoup de milieux de terrain, dont Zidane par exemple, et qui joue beaucoup avec l'expérience, qui ne court pas à tout va, qui ne court pas sur tout le terrain, mais qui est en train d'orienter le ballon et qui sait véritablement monopoliser le ballon au milieu du terrain et en faire bon usage. L'expérience qu'il acquiert, ça lui a permis d'avoir le ballon d'or, et en sélection, comme l'a dit, il joue de telle sorte qu'on n'a pas cette impression qu'il est plus que trentenaire. Il a plus de 35 ans aujourd'hui. Et il arrive à courir, à donner de bonnes balles. J'avoue qu'on ne peut que tomber sous le charme de ce joueur. Et quand vous le regardez, généralement, des joueurs de taille pas aussi grande, ils sont courts sur pattes, rablés. Ils sont rapides et ils arrivent à faire une très très bonne utilisation du ballon lorsqu'ils sont dans l'entrejeu. C'est le cas de Modric et de bien d'autres joueurs qui jouent dans le secteur médian des différentes équipes. Modric, parfois, on l'appelle le maestro. Des fois, quand vous le regardez jouer, c'est comme s'il avait une baguette en main et qui dictait les tons et les demi-tons de la musique. Oui, essentiellement, c'est Mozart du côté de Madrid. Mais est-ce que vous savez que Modric a été élu par la clinique qui suit tous les joueurs du Real comme l'athlète le plus sain du Real Madrid pour l'année 2022, pour son âge. Donc imaginez l'hygiène de vie de cet homme. Vous savez, moi je ne regarde même pas Modric en tant que footballeur. Je regarde Modric en tant qu'homme dans cette équipe. Il sait qu'à son âge, le Real ne se bat pas pour prolonger ce genre de joueur. Le Real a fait venir des jeunes qui devaient prendre sa succession, comme Martin Odegaard qui est parti du côté d'Arsenal. On regarde derrière, il y a Valverde qui est là. Quand on parle du futur du milieu du Real, il y a Valverde, il y a Camavinga et il y a Tchouaméni. Sans oublier Ceballos qui s'est retrouvé. Donc on se dit, il y a de la relève. Mais ce qui me marque, c'est l'état d'esprit de l'homme en fait. Modric, avec Karim Benzema, je dirais, les 2 ballons d'or actuels au sein du Real de Madrid. Mais c'est la première fois, je dirais, qu'on voit 2 ballons d'or qui ont remporté cette distinction dans un même club qui s'entendent aussi bien. Il y a une ambiance familiale. C'est comme si ces trophées individuels n'avaient pas changé ces 2 hommes. Contrairement à d'autres ballons d'or dont on connaît quand même, je dirais, comment je puis dire, les abonnements à certains faits divers. Je veux le plus gros salaire, je veux ceci, je réclame cela, je fais ma diva. Non. Il allait remporter son ballon d'or, il est revenu, il est resté lui-même. Idem pour Karim Benzema. Il tire ses jeunes vers le haut. Modric, il n'est plus à présenter parce que malgré son âge, tous les grands clubs veulent se l'arracher. Même au Real encore, il y a un débat. Doit-il prolonger? Doit-il arrêter sa carrière? Pour le Real, il n'en est pas question. Tant qu'il aura la force, l'état d'esprit nécessaire pour continuer, continuera. Il sera, je dirais, conservé comme il le faut pour qu'il puisse jouer des matchs les plus importants à un rythme assez élevé. C'est pourquoi il y a des jeunes derrière lui. Donc, il est assurément aujourd'hui le meilleur milieu de terrain en exercice. Et puis, pour moi, c'est sûr que depuis son couronnement mondial, il fait partie des meilleurs milieux de terrain, les milieux de terrain de légende du football. Et hier encore, c'est un récital qu'il a donné à l'ensemble du monde. Bon, auteur du but du 2-0 pour Liverpool à la 14e minute, Mohamed Salah en a profité pour égaler le record de Didier Drogba en Ligue des Champions. Avec 44 buts, le Pharaon égale la légende ivoirienne comme meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour le deuxième huitième de finale d'hier, Naples est allé dominer Francfort en Allemagne 2-0 avec notamment une réalisation de son buteur nigérian Victor Osimhen. Les 2 derniers huitièmes de finale aujourd'hui, RB Leipzig, Manchester City et Inter Milan, FC Porto. Vérité des sports. C'est le deuxième débat VDS Cannes Côte d'Ivoire 2023. Depuis l'octroi de l'organisation de la compétition à la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara met les moyens et les travaux avancent bien selon les experts de la CAF. À moins d'1 an de cette fête de l'unité africaine prévue en janvier et février 2024,
quel regard jetez-vous sur la sélection nationale de Côte d'Ivoire? Faut-il reconduire les cadors de la CAN 2015 ou les libérer afin de laisser la place à une nouvelle génération? Déjà, quel regard jetez-vous sur la sélection nationale de Côte d'Ivoire? On commence par vous, Auria. Bon, déjà, quand on regarde l'équipe actuelle, essayons de répertorier les cadres de 2015. Bon, on a Gbo Sylvain qui doit revenir en juin. Moi, je ne l'écarte jamais parce que c'est un gardien d'expérience. De juin à décembre, s'il fait de très bonnes performances, il pourrait être sélectionné à nouveau. Donc, au niveau des gardiens de but, on a Gbo. Au niveau des défenseurs, on a Eric Bailly qui, à coup sûr, va rester. On aura le temps d'arriver à 2015, hein, mais déjà, cette équipe qui est là, de Côte d'Ivoire, quel regard vous jetez sur cette équipe? Bon, j'estime que c'est une équipe à fort potentiel. Fort potentiel pour diverses raisons. Déjà, quand on valorise à peu près les internationaux ivoiriens qui sont régulièrement appelés en équipe nationale, on a la sélection africaine à la plus forte valeur marchande. Donc, ce n'est pas pour moi le fait du hasard. Ça veut dire qu'on a des joueurs de qualité. Si ce n'est pas des joueurs de qualité, ils ne vaudront pas un sou. Ensuite, on a une équipe aujourd'hui qui donne quelques certitudes. La première des certitudes de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne crée même pas au niveau du milieu de terrain. On se demande même si, sur le continent africain, il y a un milieu de terrain aussi puissant que le nôtre. Avec les garçons qu'on a, Seko Fofana, Sangaré, Kessé, Franck. Au niveau de l'attaque, on a Haller. C'est vrai qu'il a eu son problème de santé, mais il est en train de revenir, il est en train de retrouver du rythme. Et on espère que rapidement, il va recommencer à enchaîner des buts après avoir ouvert son compteur il y a de cela quelques jours. Au niveau de la défense, ça commence à être fourni. Ça, il faut le dire clairement. À un moment, c'était un peu dégarni. Ça commence à être fourni. Maintenant, le seul bémol qu'on a, c'est au niveau du poste de gardien de but. Là où on est en train de faire des recherches encore pour voir si on ne pourrait pas trouver un gardien de but qui allait être au diapason au niveau des joueurs de champ. Donc pour moi, quand je regarde, je me dis que le chantier n'est pas si vaste que ça. Il faut trouver un bon chef d'orchestre qui pourra mettre une bonne orchestration musicale afin de permettre aux athlètes de faire un jeu parfait. Pour l'instant, j'espère que Gassé réussira sa mission. Même s'il a annoncé que nous étions des outsiders, ça veut dire qu'il est en train de travailler. J'espère que au soir de la veille du début de la CAN, ce travail-là sera pratiquement terminé pour qu'on puisse jubiler. Donc, en résumé, j'estime que si je devais noter l'équipe de Côte d'Ivoire actuelle sur 10, moi je dirais qu'on est à 7,50. D'accord. Noël, quel regard sur les éléphants? Moi, cette équipe de Côte d'Ivoire, là, quand on la regarde individuellement, il y a de la très grande qualité. J'ai dit les qualités individuelles de cette équipe-là, franchement, je ne sais pas si on peut trouver cela ailleurs. Quand on les prend individuellement, vraiment, c'est de la grande qualité. Maintenant, le problème, c'est comment réussir à faire la complémentarité entre ces grosses qualités individuelles de chacun de ces joueurs-là. Sinon, fondamentalement, quand on met les noms sur papier, c'est une équipe qui a du coffre. Maintenant, c'est une équipe qui ne réussit pas à jouer au niveau collectif, à être suffisamment solide, à imprimer son jeu à l'adversaire. C'est ça qui est le problème. Mais j'espère que cela va pouvoir être corrigé. Mais sinon, il y a de la qualité et il y a de la qualité même derrière. On en parlera. Ceux qui sont sur le terrain, on peut en trouver 3 fois cette qualité-là en fouillant dans tous les pays où le football se joue de façon professionnelle. Morou, votre regard? Oui, je dirais que c'est une équipe qui n'est pas mauvaise. C'est une équipe, une bonne équipe et qui souvent s'est fait éliminer dans les ultimes moments. Regardez la CAN 2020 par exemple, qui s'est déroulée dernièrement. C'est au tir au but qu'on a été sorti. Disons que nous sommes tombés certes les armes à la main. C'était pas aussi mauvais que ça. Ils se sont véritablement donnés. Depuis la fin de la Coupe du Monde, même avant la Coupe du Monde, depuis la fin de la Coupe du Monde, on ne fait que suivre ces individualités-là dans leurs différents matchs, dans leurs différents clubs. Et pour le moment, je crois que dans l'ensemble, leurs prestations, ils nous donnent satisfaction. Et donc, quand vous avez les gardiens de but, il y a Sangaré, dont on n'arrive pas tellement sur le championnat au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a aussi Sissa Abdul Karim et Kone Mohamed. Ajouté à cela, il y a un autre gardien qui a montré beaucoup de disposition, c'est Foli Ayayi Charles, qui vient d'arriver. Et je pense que certainement l'un des 3 gardiens devra céder sa place à Foli Ayayi Charles. Et comme le disait Auria,
Il y a Bobo qui fait aussi son retour. C'est dire que cette place-là, véritablement, sera convoitée. Il faudra être vraiment un très bon gardien pour pouvoir garder les perches des éléphants lors de la CAN prochaine. Je vous ai écouté tous les trois. La question que je me pose, c'est la même équipe de Côte d'Ivoire qui a perdu dernièrement en amical contre le Burkina Faso. C'est de cette équipe-là que vous parlez en ce moment. Est-ce que c'était la même équipe qui a perdu en amical? Non, ce sont les éléphants. Les éléphants. Oui, ce sont les éléphants qui ont perdu en amical 2-1 contre le Burkina Faso. Donc c'était où déjà, s'il te plaît? C'était en France. Hein, en France. Non, au Maroc. On a joué 2 matchs à Marrakech. On a perdu contre le Burkina Faso 2-1. C'est de cette équipe-là que... Oui, moi, je parle de cette équipe parce que quand on regarde l'équipe qui a joué face au Burkina Faso, il y a eu beaucoup de remaniements. Il est évident que ce n'est pas cette équipe qu'on va retrouver à la CAN. D'accord. Parce qu'on connaît quand même à peu près, si vous prenez 9 Ivoiriens sur 10, ils peuvent vous composer quand même 90% de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas cette équipe qui était présente face au Maroc. L'entraîneur avait dit, lors du regroupement qui avait été soldé par cette défaite face au Maroc, qu'il y avait des visages qu'il voulait voir. Il a appelé les datos, les jeunes joueurs qu'il voulait voir en situation de jeu. Donc ces jeunes ont montré ce qu'ils pouvaient faire à cette époque. Mais il faut dire que entre cette défaite et aujourd'hui, il y a eu quand même de l'évolution au niveau de la carrière de ces jeunes. Donc si on veut être factuel et si on veut rapporter ce qui s'est passé à aujourd'hui, l'autre test qu'on aura véritablement pour savoir si l'équipe est en nette progression, ce sera le match du 24 à Bouaké face aux Comores. D'accord. Ouais, je voulais dire que souvent, quand on dit que c'est les éléphants qui ont perdu, pour le citoyen lambda, éléphant c'est éléphant. Oui. Et donc, il ne faut pas dire que, bon, on a perdu certes, mais souvent, quand nous jouons, quand les joueurs sont sur le terrain, il y a aussi l'adversaire en face. Il y a l'enjeu qui prime. Et souvent, les joueurs jouent en fonction de l'enjeu du match. Et donc, face au Burkina... Ça, c'est les Ivoiriens qui jouent comme ça. Hein. Oui, c'est les Ivoiriens. Sinon, les autres pays, là, quand c'est... dès qu'ils sont sur le terrain, quand on s'appelle Cameroun, Nigeria, on veut toujours gagner. Oui, on veut toujours gagner, mais en Côte d'Ivoire, on regarde l'adversaire, on regarde le passé, l'histoire de l'adversaire, on regarde le nombre de trophées que la Côte d'Ivoire a remporté par-ci, par-là. Et souvent même, on regarde les statuts, les joueurs regardent leur statut en club au niveau de l'Europe et ils regardent les statuts de l'autre équipe où peut-être les joueurs jouent en 3e, 4e ou même en national en Europe et ils se disent bon, ce match on va le gagner, il n'y a pas de problème. Et souvent on minimise l'adversaire. Or, en sport en général et en football en particulier, ne faut jamais minimiser un adversaire. C'est Gadi Seli qui dit la réalité c'est sur le terrain. Voilà, il faut souvent prendre l'adversaire une fois qu'il est devant vous, même si c'est un gamin qui a une taille de 0,58 mètres. On l'a mis là, c'est pour jouer contre toi. Il faut faire de telle sorte à gagner. Et donc, je suis pleinement d'accord avec toi. Mais l'enjeu là-bas, face au Burkina, était totalement contraire. Et les nouveaux joueurs qui sont venus, qu'on voulait voir en situation de jeu, certes, ils n'ont pas brillé, ils ont été battus. Mais là aussi, ils ont grillé des cartes. Parce que l'entraîneur a déjà une idée sur eux. Et ce n'est pas évident que prochainement, on puisse les appeler. Noël ? Oui, moi, Ange, effectivement, c'est de cette équipe-là que moi je parle. Comme je l'ai dit, quand Ange, on prend cette équipe-là individuellement, est-ce qu'on peut contester leur qualité? Non, individuellement, c'est des gens qui jouent dans des grands championnats qui sont bons. D'abord, de raison, ils ont perdu contre le Burkina, ils sont retournés dans leur championnat. Certains qui ont perdu ce match contre le Burkina ont individuellement oublié. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a la qualité individuelle, mais la qualité individuelle ne forme pas une équipe. Regardez aujourd'hui l'équipe de Paris. Il y a de la qualité individuelle, mais il n'y a pas le bloc équipe. C'est le problème qu'on a dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et il faut que les techniciens aient la possibilité de faire cette complémentarité de ces qualités individuelles. Si c'est le défi, ça. Si on réussit à faire la complémentarité de toutes ces belles qualités individuelles des éléphants, logiquement, on doit avoir une équipe très forte. Noël, une question que se posent souvent les prévisionnistes ou les planificateurs dans certains domaines, c'est par exemple, si la CAN se déroulait aujourd'hui, les éléphants pourraient-ils la remporter, Noël? Si la CAN se déroule aujourd'hui, les éléphants, je dis ça reste une compétition, mais il faut qu'ils changent d'état d'esprit. Pour remporter la CAN, si elle se déroule aujourd'hui, il faut un autre état d'esprit que ce que nous avons vu dans ces différents matchs amicaux là. Donc franchement, si la CAN se déroule aujourd'hui, il faut un autre état d'esprit. Et je crois que l'entraîneur doit pouvoir travailler sur cet état d'esprit. C'est ce que lui-même il a dit. Ce n'est pas les qualités individuelles, mais c'est l'aspect psychologique de cette équipe-là qu'il faut travailler. Si la CAN se déroule aujourd'hui, avec l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas remporter cette CAN.
Auria, même question. Moi, je me dis que les matchs amicaux sont faits pour tout simplement tester différents aspects du jeu d'une équipe. Vous avez des rencontres où l'entraîneur veut voir peut-être la capacité physique de l'équipe. Donc, il va choisir un adversaire qui va, comme on appelle, les mettre à rude épreuve. Vous voyez souvent, on prend des sparring partners d'un niveau très faible pour essayer de voir si les joueurs peuvent répéter certaines gammes, comme les jeux en petites passes dans les espaces, parce que vous ne pouvez pas le faire face à une équipe dominatrice. Donc, pour moi, pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'était pas, dans les rencontres antérieures, véritablement rentrée dans sa Coupe d'Afrique. Ça, il faut le dire clairement. On n'était pas rentré dans sa Coupe d'Afrique. En termes de confidence, quand j'ai eu échangé avec certains athlètes au soir de la victoire à Yamoussoukro face à la Zambie, ils ont dit unanimement que pour la plupart, depuis qu'ils sont sur le continent africain, c'est la première fois qu'ils évoluent sur une pelouse d'une telle qualité, une pelouse qui ne dépayse pas de ce qu'ils vivent en Europe. Et pendant ce match, je pense que c'est vrai, les buts ont tardé à venir, mais ceux qui étaient dans le stade étaient unanimes que l'équipe a essayé de construire le jeu. Et on a tous encensé Gasset en disant voilà une équipe qui essaie de construire pour prendre à défaut une très bonne équipe zambienne qui était venue jouer en bloc bas. Donc je me dis, si déjà nos joueurs l'ont dit, ce qui veut dire que s'ils continuent à jouer ici, ils ont 3 rencontres normalement à faire ici, plus ces matchs amicaux, sur ces pelouses, si vraiment ils rentrent psychologiquement dans la compétition, comme l'a si bien dit Hervé en 2015, on est rentré dans la compétition, surtout après le match face ici à la Sierra Leone. Si à un moment il y a le déclic qui rentre dans la compétition, c'est terminé. Moi, je le dis, le problème de la Côte d'Ivoire, le problème de l'équipe nationale, ça n'a jamais été un problème technique, tactique, ça a toujours été un problème d'ordre psychologique. Ça a toujours un problème d'ordre psychologique. Parce qu'après, quand il y a une défaite, quand on essaie d'y regarder d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a toujours des aspects extra-sportifs qui sont venus influencer la bonne compréhension, la bonne décision souvent des encadreurs sur certains choix à faire afin de permettre à l'équipe de s'imposer. On a même vu face au Cameroun, tout le monde a trouvé incompréhensible pendant les phases éliminatoires de la Coupe du Monde que Sangaré qui était présent, qui était notre meilleur milieu, soit sur le banc de touche. Quand on était mené, qu'il est rentré, le jeu a changé. Donc pour moi, ce n'est pas tout qu'il faut remettre sur les joueurs. Il y a l'encadrement également qui doit les impliquer au niveau de cette compétition en leur faisant comprendre que la CAN, c'est maintenant. C'est vrai que ce sont les professionnels, mais il faut le faire comprendre. Parce que moi, je ne vais pas me le cacher, je le dis toujours, en la vérité des sports, il y a eu de tout temps des compromissions dans cette équipe nationale. Je ne parle pas de compromis, mais des compromissions. Sauf en 2015, où on a eu un homme ferme, du nom d'Hervé Renard, qui a dit non compromission. On se rappelle du match face au Cameroun, où il allait crier sur Yaya Touré que si Yaya refusait de faire des efforts, il allait se retrouver sur le banc de touche. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand un entraîneur vient et qu'un joueur lui dit, parce que je suis cadre, je suis sur le banc, dès qu'un joueur est blessé au milieu du terrain, c'est moi qui dois rentrer en priorité. En ce moment, on est dans la compromission. Quand on fait un 11 de départ et qu'il y a des joueurs qui sont prêts mentalement à rentrer sur le terrain et que le jour du match, certains anciens vont voir l'entraîneur pour dire non, on préfère qu'un ancien joue et qu'on met le jeune qui est prêt psychologiquement pour jouer, il y a tout ce genre de problème. Donc, tant qu'on n'évite pas ça, on aura l'impression que c'est notre équipe qui a un problème. Mais je le dis, il y a l'environnement à toiletter. À chaque fois que cette équipe se retrouve dans un environnement sain, elle a donné le meilleur d'elle-même. Morou, à vous la question. Si la CAN se déroulait aujourd'hui, les éléphants pourraient-ils la remporter? Oui, je vais dire que les éléphants vont aller sur le même pied d'égalité que les autres équipes. Les autres équipes qui vont arriver, les 23 autres équipes. C'est dire qu'on sera tous logés à la même enseigne, à savoir que nous sommes tous surpris et il faut partir avec. Mais je pense que la qualité des joueurs que nous avons, si cette qualité-là est bien managée, c'est sûr et certain qu'elle peut aller de l'avant. Tout de suite, il a parlé de Sangaré Ibrahim. Il y a bien d'autres joueurs qui sont là, qui sont des professionnels. Zaha, par exemple, Pépé Nicolas qui est en train de se refaire une autre santé du côté de la France. Il y a le jeune, comment il s'appelle déjà, celui qui est à Marseille, Eric Bailly, qui est aussi là. Mais si tous ces joueurs-là acceptent de laisser de côté leurs différents égos, ça dit avoir un peu d'humilité, parce que Eric Bailly manque d'humilité. Il manque d'humilité parce qu'il pense que face à lui, les autres n'ont jamais joué au ballon. C'est lui seul qui sait monopoliser. Et souvent, il commet de ces bévues qui nous coûtent des victoires. Donc, il faut que chacun de ces joueurs-là, qui sont dans des clubs UP que nous connaissons tous, nous les voyons chaque week-end à l'œuvre, s'y mettent. Et Auria a soulevé tout de suite un pan, c'est l'encadrement technique. Dans une équipe de football, rien ne peut être parfait 100%.
l'entraîneur a toujours ses préférés dans une équipe. Qu'on le veuille ou non, l'entraîneur a toujours ses préférés. Mais il faudra que cela ne soit pas trop visible, parce que si vous alignez un joueur parce qu'il est un de vos préférés ou bien le préféré d'un des autres joueurs, les joueurs se communiquent entre eux. Et automatiquement, cela peut envenimer ou bien cela peut pourrir votre vestiaire. Et c'est ce qui souvent fait que ça impacte le jeu global de l'équipe et l'équipe se trouve totalement. Il faudra donc à Gassé, qui a un certain âge, jouer en père de famille, j'ai dit en grand-père pour certains, et arriver à faire un savant mélange d'anciens et de nouveaux pour nous donner une équipe où il n'y aura pas trop de querelles dans les vestiaires, où sur le terrain, chacun devra batailler dur en se mettant en idée que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Et le drapeau national, il ne faut pas s'amuser avec. Et partant de là, je pense qu'on ne sera pas ridicule. On pourra arriver au moins, on pourra dépasser au moins le quart de finale. Vous dites que c'est parce que c'est des matchs amicaux, les éléphants, ces matchs amicaux, ils ne prennent pas cela au sérieux, mais c'est les mêmes éléphants-là qui ont été éliminés pour la Coupe du Monde, qui ne sont pas allés au Qatar, et ce sont ces mêmes éléphants-là qui ont été éliminés en pleine Coupe d'Afrique au Cameroun, Morou. Oui, on le dit, ces éléphants ont été éliminés, et souvent aussi, je n'occulte pas le rôle de la fêtière. Ça, il y a eu un manque de coaching, un manque de management au niveau de la fêtière. Les enfants nous ont dit, nous a-t-on dit, ont été livrés comme ça. Ils n'ont pas bénéficié de beaucoup de conseils. Ils sont partis à l'aventure dans ces différentes échéances. La fêtière aussi se cherchait, elle venait de prendre les rênes de la Fédération ivoirienne de football. Il y a certains faits qu'elle ne maîtrise pas. C'est-à-dire, par exemple, verrouiller de telle sorte que les joueurs ne sortent pas. Le plan de vol pour aller au Cameroun, comment le plan de vol a été fait, quel jour ils sont arrivés au Cameroun, est-ce qu'ils ont été bien accueillis, bien logés, bien traités, est-ce qu'il y a eu des psychologues autour de cette équipe, comme par le passé? J'ose un peu, je doute un peu, mais je crois qu'à ce niveau, il y a eu beaucoup de mal, de négligence. Voyez-vous un peu, que ce soit sous la normalisation, que ce soit M. Idriss Diallo qui a pris les rênes de la fédération après la normalisation, vous avez pu remarquer que les éléphants ont toujours échoué. La normalisation, c'était en quelle année? La normalisation, c'était... La normalisation était présente au Cameroun, hein, ça il faut le dire clairement. Donc ils étaient présents jusqu'en 2021, je crois. Jusqu'en mars 2000, puisqu'elle était présente au Cameroun. 2021. Voilà. 2021. Le dernier titre de la Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, 2015. date de 2015. Effectivement. Donc on ne peut pas tout mettre sur la normalisation. On ne peut pas tout mettre sur la normalisation, mais on n'a pas autant Moi de j'ai une défaites. explication pour ça, hein, si D'accord. vous voulez tout à l'heure. D'accord. Je n'accuse pas quelqu'un, mais je dis que souvent le management a manqué. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Deuxième pan de notre débat, faut-il reconduire les cadors de la CAN 2015 ou les libérer pour laisser la place à une nouvelle génération? Noël? Moi, personnellement, Ange, si ça ne tenait qu'à moi, il faut libérer ces cadors-là. Cadors, ça se mérite. Et je crois que la nouvelle génération a un beaucoup plus fin. Ces cadors pensent qu'ils ont déjà tout gagné. Ils ne sont pas encore prêts à faire des efforts. Il faut ouvrir la porte de la sélection à tous ceux qui ont envie de mouiller le maillot. Il faut laisser tomber cette affaire des cadors-là et puis travailler sur ceux qui vont être compétitifs au moment venu pour pouvoir défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc moi, il n'y a pas à faire des cadors. Il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'ils ont des places garanties dans cette équipe nationale-là. Toutes les places doivent être mises à concurrence. Donc pour moi, il faut sortir de cette affaire, il faut libérer ces cadors-là et ouvrir la porte de l'équipe nationale. M. Gassé a suffisamment eu le temps de regarder. On ne lui demande pas de venir apprendre à jouer aux Ivoiriens. On lui demande de regarder. Mais s'il veut s'appuyer sur ces cadors-là, pour moi, franchement, ça va être difficile pour nous de gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que Bané l'a dit tout à l'heure, vous regardez un cador comme Eric Bailly, mais à la limite, il s'en fout. Qu'on perde ou pas, c'est pas son problème. Donc, il a déjà gagné une Coupe d'Afrique. Les cadors ont déjà gagné ce qu'ils doivent gagner. Il faut mettre des jeunes qui ont faim, qui ont envie, eux aussi, de prouver qu'ils peuvent gagner cette Coupe d'Afrique-là. Morou? Oui, je dirais que la nature a déjà fait le tri. La nature a fait le tri parce que certains de ces cadors dont on parle sont déjà partis d'eux-mêmes parce qu'atteints par la limite d'âge ou bien le fait qu'ils ne jouent pas trop, ils ont été éjectés. Quand je regarde dans ce cador-là, Sissa Abdul Karim, est-ce qu'il était là en 2015? Non, il n'était pas là. En défense, il y a Aurier.
Il y a Aurier et Eric Bailly. Ensuite, Canon Wilfried. En milieu de terrain, pratiquement, je ne vois pas. Il y en a plus, ils sont tous partis. Et quand vous prenez l'attaque, il y a seulement Max Gradel. Et donc, les cadors dont on parle, la nature a déjà fait son tri, la nature a fait sa loi. Ceux qui sont en âge, ils ne jouent plus régulièrement dans leur club, ils sont déjà partis. Ils ne sont plus au nombre que de 5. C'est une nouvelle génération qui est arrivée. Il faut que cette génération-là ait la motivation nécessaire et qu'elle puisse aller gagner cette canne-là pour nous. Bon, tout à l'heure, je me suis essayé au jeu du sélectionneur. Oui. Et déjà pour la CAN 2024, dans l'absolu, c'est-à-dire s'il n'y a pas de blessure, j'ai réussi à faire sortir 19 noms dont je suis sûr qu'ici, ils vont faire l'unanimité, qui seront présents à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans ces 19 noms, j'ai réussi à sortir que 3 anciens, qui sont Aurier, Bailly et Gradel. Il y a un qui tape à la porte, peut-être s'il fait une magnifique, même 3 mois avant la compétition, s'il enjambe, c'est quasi sûr qu'ils vont l'appeler. Il s'agit de Yao Kwasi Gervinho. Il était présent, je crois, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Non, blessé. Blessé, merci. Mais je pense qu'il veut terminer en beauté. Donc, il vient de rompre son contrat avec son club dans l'espoir de pouvoir trouver une équipe au sein de laquelle il va jouer régulièrement. Voilà, même dans cette liste des 19, je n'ai pas mis le nom de Kwasi Evra, mais je le dis. Parmi ces 19-là, oui. Quels sont les plus anciens? Les plus anciens, c'est ceux que j'ai cités. Non, mais je veux dire qu'on laisse à 2015, parce qu'il d'accord. y en a qui sont arrivés en termes d'âge, peu après 2015. D'accord. Et qui sont là depuis un moment. En termes d'âge, je dirais Sangaré, oui. Aurier, Bailly, bien évidemment, Boli, qui est un ancien. Au niveau du milieu des terrains, on a Kessier et puis Serge Jean-Michel. Au niveau de l'attaque, Zaha, on va le considérer, il n'est pas encore trentenaire. Comme il vient juste à peine d'avoir 30 ans, donc Zaha et Gradel. Voici ceux que j'ai déterminés comme les plus anciens. Donc je pense que même au niveau de la moyenne d'âge, l'équipe pourrait tourner sensiblement autour des 27-28 ans. Donc c'est le bon âge. Donc je me dis que c'est un travail qui a commencé depuis 2017. Ça, il faut qu'on soit clair, parce que 2015, l'équipe était emmenée quand même par 3 anciens emblématiques. Il y avait Kopa Barry, certes n'est pas titulaire, mais qui joue un rôle essentiel dans ce groupe. Et la finale a pu lui permettre de retrouver sa gloire. Il y a en défense Kolo Touré, qui était tout simplement le métronome, qui plaçait les jeunes, qui les haranguait. Au milieu, on avait Yaya Touré. Et puis en attaque, bien évidemment, Yao Kwasi Gervais, qui est la même promo, et Salomon Kalou. Donc quand on regarde et qu'on vient en 2017, qu'on se rend compte qu'à part Yao Kwasi Gervais, tout le reste, pratiquement, ils ont décidé de ne pas participer à cette compétition. Ensuite, en 2019, on arrive, ils sont pratiquement plus là. Donc, on a commencé un travail, après de 2019, avec Kamara Ibrahim, qui devait arriver à maturité pour cette CAN qu'on allait organiser chez nous, et elle est arrivée. Et on se rend compte que nos joueurs sont arrivés à maturité. Voilà pourquoi je fais partie peut-être des rares optimistes concernant cette équipe nationale. J'estime que en termes d'atteinte de l'âge de maturité dans le football, ces garçons ont atteint cet âge. Ce ne sont pas des joueurs qui sont extrêmement émoussés comme autant des Didier Drogba, parce que là, on avait une équipe nationale avec des athlètes qui pouvaient jouer 40 matchs dans la saison avant de venir en équipe nationale. Donc, ils donnaient ce qu'ils pouvaient. On sentait la qualité, mais on sentait après le manque de fraîcheur physique. Donc, on a des joueurs qui sont dans le ventre de leur club, qui peuvent arriver dans cette compétition galvanisés par leur population, parce que, il faut le noter, mon cher Ange, il est rare, c'est vrai qu'en compétition, rares sont les fois où la Côte d'Ivoire s'est imposée ici, mais il est rare de battre les Ivoiriens chez eux. Il est très rare. Donc quand je mets un peu tous ces paramètres, je me dis, on a un coup à jouer. En toute franchise, on a un coup à jouer. Il faut le jouer à fond. Moi, je ne regarde pas les joueurs. J'ai pris le cas d'Hervé Renard exprès pour dire que quand on a un entraîneur qui sait où il veut aller, les joueurs sont obligés de le suivre. Si vous n'avez pas un entraîneur rigoureux, si vous avez un entraîneur, un staff technique de compromission, vous n'aurez pas la bonne chose. Vous savez, je vous fais une confidence, Ange. Il y a un athlète qui me l'a dit, quand il est arrivé la première fois en équipe nationale, ce n'est pas sous... Gassé. Non, ce n'est pas sous Gassé, ni sous Idriss Diallo. Quand il est arrivé, c'était pendant la normalisation, quand il est arrivé la première fois en équipe nationale, la première nuit, alors qu'il ne connaissait pratiquement personne ici, il s'est fait racketter par certains membres du staff technique des éléphants. Vous imaginez. Ça, donc, c'est sa parole contre oui, eux. non, c'est ce que je dis. Je dis j'espère. Parole. Je ne suis pas en train d'accuser. Je dis j'espère que ce genre d'attitudes qui sont décriées, on ne les aura plus en sélection nationale. Noël Yapo, là où moi je suis d'accord avec vous, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques années,
ce sont les mêmes joueurs qui sont là pour les mêmes résultats. C'est là où moi je suis d'accord avec vous. Oui, ce sont les mêmes. Et ça, je dis que cet entraîneur qui est arrivé, devrait, il a le temps, il a eu le temps nécessaire. Jusqu'à maintenant, il a le temps de changer. Et ces mêmes joueurs qui sont là et qui se disent qu'ils sont titulaires, on fait tourner les autres autour d'eux. Pour eux, ils ont des places acquises. Et ils font plus d'efforts. Le peuple de Côte d'Ivoire pleure parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ne se sont pas battus. Ce n'est pas leur problème. Donc, à un moment donné, il faut les mettre de côté et leur prouver qu'il y en a qui ont envie de prouver qu'ils peuvent défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ils ont eu leur temps. Mais il faut leur dire aussi que derrière, il y a des gens, il y a des joueurs qui ont de la qualité, peut-être au-dessus de ce qu'ils ont. Il ne faut pas faire des privilèges pour les privilégier, alors que, franchement, ils ne peuvent plus rien donner. Parce qu'il y a des joueurs comme vous ne les citez pas, les Jean-Michel Seri, ces joueurs-là, ils sont toujours là et il y a longtemps qu'ils sont là et il y a longtemps qu'on perd avec eux. Oui, Jean-Michel Seri, c'est un autre cas. J'ai cité les joueurs qui étaient là en 2015 qui ont remporté le trophée. Beaucoup sont partis. Bon, quand vous prenez le cas de Franck Kessié, il était là en 2013 avec les cadets, il a remporté un trophée. Ouais. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de venir. Jean-Michel Seri lui-même, il est souvent en train d'être poussé un peu vers la porte de sortie. Mais j'avoue qu'il appartient à l'entraîneur de voir les joueurs en forme du moment et de les prendre. Et donc, ceux qui sont là actuellement, je dirais, c'est une nouvelle vague. Et cette nouvelle vague-là, comme l'a dit si bien Auria, pourra quand même éviter à la Côte d'Ivoire des défaites ici même sur le territoire national. Donc je pense que déjà l'équipe a fait son renouvellement. Et ce renouvellement-là, comme une case, on ne peut pas la raser complètement. Il y a des joueurs, des anciens, les Aurier par exemple qui sont là, les Canon Wilfried qui sont encore là, Sangaré Badra, ils sont là, il faut qu'ils puissent inculquer aux nouveaux qui arrivent l'esprit de l'équipe nationale. D'accord. Et je pense que c'est pour cela qu'on les maintient. D'accord. Si à un moment donné, on ne les verra plus. D'accord, moi j'attends de voir en tout cas cette nouvelle vague-là. Merci à toute la team VDS, nos chers consultants Noël et Yapo, Morou Bané, Jean-Philippe Auria. Réalisation Inoussa Dambélé, technique Honoré Oka. Pour d'autres vérités du sport, rendez-vous demain 17h30.